Ave Maya, t'es Startupetari, Profitaribi, t'es Salutanti. Je sais pas comment je vais trouver autant de headlines. Oui, bah, bon courage. Bon courage. Aujourd'hui, je suis avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Quentin. Ah putain, bonjour Quentin. Ouais, non, ça va être enchanté. Ok, donc Quentin Lechemia, tu diriges une boutique qui s'appelle Elise. Ouais. Elise, c'est quoi? Alors, Elise, c'est un cœur algorithmique qu'on a créé à partir de 2014. La problématique de départ, c'était de dire, en gros, tu as plein de data qui concernent l'industrie musicale et le souci, c'est qu'en fait, elles ne sont pas utilisées par les acteurs qui sont dans l'industrie musicale, mais non plus par les marques. Donc genre aujourd'hui, par exemple, quand tu es une grosse marque, tu as envie de prendre une musique pour une publicité, souvent ça se fait un peu au doigt mouillé. Tu vas voir Kavinsky une 5e fois sur ta pub, alors qu'en fait tu pourrais avoir une collaboration avec un artiste qui correspond 1000 fois plus à ta cible, etc. Donc le but était de créer de la big data autour de l'industrie musicale, de récolter toutes les données possibles sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les médias, pour pouvoir ensuite avoir des datas hyper intéressantes pour que les marques choisissent les bons artistes. Donc ton objectif, c'est de générer du fit émotionnel entre la marque et la musique et la fanbase. Et la base que tu vas targeter avec une pub, que ce soit sur de la pub pure ou que ce soit peut-être sur un branding plus large. Ouais, ça peut être des ambassadeurs, ça peut être pas que dans l'industrie musicale, je pense peut-être qu'on en discutera après, mais en gros ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc on va choper tous les artistes qui soient émergents. Donc notre capacité en fait c'est vraiment de capter les signaux faibles. Donc on cote un peu plus de 2 millions de musiciens dans le monde. Et en fait après voilà, l'avantage pour je sais pas, une grosse marque, c'est peut-être aussi de créer une histoire qui va plus au-delà de la simple publicité, mais de la créer en disant que ça devient un ambassadeur, que en fait je sais pas, il va vraiment endorser le produit sur je sais pas, une année par exemple. Ouais, et pour ça, c'est mieux d'aller sur des émergents parce que les émergents vont être moins chers pour pouvoir aller faire ça et donc tu vas faire gagner du ROI à ta marque. Ouais, et puis alors déjà, les émergents, alors je dis pas qu'il faut pas travailler avec des plus mainstream, mais les émergents, l'avantage c'est en effet que c'est moins cher, c'est plus de niche, donc du coup tu vas choper plus facilement ton public, le public que tu veux si justement tes algos sont bons pour les matcher avec la bonne fanbase, et puis aussi c'est quand même plus sympa d'aider les plus petits artistes quoi. Comment ça t'est venu cette idée? À la base, j'ai fait beaucoup de musique. J'avais un groupe qui s'appelait Destronix. On tournait énormément, on a fait pas mal de grosses scènes. Et donc du coup, en fait, tout est venu de là. En gros, moi, j'étais musicien, on va dire, semi-pro. Et en fait, à la base de la base, en fait, tous mes amis qui étaient musiciens et qui commençaient jouaient pour 3 bières à un concert, alors qu'en fait ils auraient pu peut-être demander 100 €, 200 €, 300 € parce qu'ils avaient déjà une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est putain, il faut qu'on crée un algo qui permette de donner une valeur aux artistes, de scorer un artiste et de montrer qu'il a un réel impact déjà auprès de sa fanbase. Donc du coup, tout est parti là. Par contre, Quentin, il y a un truc que je ne comprends pas parce que tu es un anti-pattern. Chez moi, c'est-à-dire que ce que j'explique toujours aux jeunes start-upers qui veulent se lancer, il y a un pattern de start-upers qui se lance, le mec débarque et te dit j'ai appelé ma boîte Victoria Corporation, notre premier projet C2, et là en fait tu te rends compte que le mec a à peu près un plan sur 40 ans de développement de 168 produits qui seront tous successful en 6 mois parce que j'ai fait le business plan et ça va bien le faire. Et la première chose que je leur fais, c'est que tu vas arrêter d'appeler ta boîte de façon débile, tu vas lui donner le nom de ton premier produit et c'est probablement ce que tu vas faire les 6 prochaines années de ta vie pour essayer de devenir rentable et de sortir un business. Donc j'espère que tu aimes bien ce business-là ou alors change-en tout de suite. Donc tu n'as qu'un seul projet et tu te focuses, mon garçon. Et ça, toi, c'est pas du tout ce que tu fais. Non. T'es multi-projet. Explique-moi, déjà, c'est quoi le multi-projet chez toi? Ok, déjà au sein d'Elise, en fait, on est parti d'industrie musicale et en fait, on s'est très vite rendu compte que ce cœur algorithmique qu'on avait développé, donc il y a plus de 20 briques indépendantes en machine, en deep learning, etc. On s'est rendu compte que ça pouvait servir au-delà de la musique, aussi dans d'autres secteurs. Donc en fait, on a
dupliquer Elise Musique en différents secteurs en industrie. Donc cinéma, détecter par exemple le prochain acteur, détecter le prochain réalisateur, etc. Donc ça, par exemple, on signe avec des gros studios de production pour pouvoir les aider dans cette démarche-là. Mais aussi, en fait, on a une démarche plus horizontale où on va sortir des produits qui sont plus mass market et en fait, on va toucher n'importe quelle personne. Ça, par exemple, c'est Social With Me. Un produit qu'on a sorti il y a un peu plus d'un an, qui est aujourd'hui utilisé en licence par des LVMH, des Adidas, des Google, etc. qui eux permettent en fait de traquer tout type d'influenceurs et diffuser tous tes messages postés sur les différents réseaux sociaux, etc. et plus, soit dans tes bureaux, soit dans tes magasins, soit etc. Donc en fait, il y a quand même un dénominateur commun, c'est Elise. Après, en fait, il y a une question aussi quand même de marketing, c'est-à-dire comment tu vas vendre une technologie et sous quels aspects. Quand on arrive avec Social With Me, c'est un projet à part entière, mais en réalité finalement c'est le même type de client qu'on pourrait avoir avec l'industrie musicale, c'est le même type de client qu'on pourrait avoir avec les studios de cinéma, etc. Donc en fait finalement, multi-projet oui, mais en fait avec une sorte de cohérence quand même à la base. En fait tu attaques toujours les directions marketing, quoi. Exactement. Donc toi tu outilles toujours la direction marketing. Et du coup, tu vas mettre en place tout ton pipe de vente et toute ta relation et tout ton réseau. Tu targetes direction marketing de brand relativement établi. Exactement. Parce qu'il faut quand même pouvoir délivrer derrière sur les choses que tu détectes le mec, c'est cool. Mais si le mec n'a pas d'argent derrière pour détecter avec qui… Entre autres. Du coup, ok. Et en fait, ce qui est assez simple, c'est tu vois, Social Wheel, c'est quelque chose qui est très visuel, enfin tu le vois un peu de partout, etc. En fait, ça attire très vite les gens qui sont dans le marketing parce que les gens qui sont dans le marketing ne sont pas comme toi ou comme la plupart des data scientists par exemple qui parleraient que de tech ou des gars qui sont, en fait, c'est des gens qui sont quand même humains et qui sont pas en toge à faire une putain d'interview. Donc du coup, en fait, ces gens-là sont normaux. Quentin. Donc du coup, en fait, quand tu arrives vers eux, tu leur dis AI, deep learning, blablabla, et ben en fait, ça leur parle pas, ce qui est normal. Donc du coup, en arrivant avec des produits très simples, un peu comme Social With Me et très visuels, ensuite, ils ont testé le produit, ils voient l'efficacité, ils voient l'intelligence derrière la modération automatique, etc. Et ils se disent putain, mais en fait ça peut me servir. Et c'est là en fait on rentre en brainstorm avec eux et en fait on va leur vendre plus de briques intelligentes qu'ils n'auraient jamais acheté au premier abord parce qu'en fait il y a une sorte de relation de confiance qui se crée avec eux. Ils testent un de nos produits, ils aiment, ensuite on va aller plus loin et on leur dit mais aussi vous savez qu'on peut faire ça. Donc et en fait on va leur tu vends vendre du software plus du service. Tu as du mal à ne vendre qu'une boîte, quoi. Enfin, je veux dire une boîte sur étagère, quoi. On est, ouais, à peu près. En fait, il y a très peu de services dans ce qu'on fait, mais par contre, il y a au moins un ou deux rendez-vous qui sont hyper cruciaux pour pouvoir signer des deals qui sont beaucoup plus gros. Donc c'est sûr qu'on ne fait pas du SaaS à l'appel. C'est vraiment, on va dealer donc encore une fois des licences qui sont assez importantes et en effet ça s'accompagne de peut-être 2-3 heures, soit de brainstorming, des choses comme ça. Pour souvent les grands comptes, on travaille exclusivement avec des grands comptes. Comment tu as réussi à accrocher ces gens-là au démarrage? Je vois souvent des gens qui ont des projets très marketing comme ça et en fait sur le papier c'est cool mais ils ont vraiment zéro contact, zéro approche. Comment toi tu as approché ce milieu-là? Puis après c'est un milieu où il y a des réunions, il y a des trucs, il y a des machins. Une fois que tu as mis le doigt dedans, tu rentres dans une boucle. C'est pas faux. Comment t'es rentré dans le milieu? Eh ben, bon, la musique j'étais là depuis pas mal de temps, donc je connaissais quand même déjà beaucoup de gens. Twitter, génialissime. En vrai, j'y suis actif depuis hyper longtemps. Et donc du coup, en fait, j'étais à la base lyonnais, j'ai fait 25 ans à Lyon. Et ben en fait, c'était exactement comme si j'étais à Paris parce que virtuellement, j'étais là. Tu vois. Donc du coup, tous les directeurs marketing des majors, etc. En fait, on se connaissait super bien avant même que je les rencontre. Donc ça, déjà super bien. Donc tu crées une vraie relation avec les gens d'abord via ton média Twitter. Ouais. Ouais. Et ensuite, il y a un moment, tu fais « Au fait, mec, j'ai un truc dont il faudrait que je te parle, buvons un café, quoi. » En fait, et c'est ça qui est génial avec Twitter, c'est que t'es toujours là sans être là. Et c'est toujours visible. Et les gens, en fait, quand ils te rencontrent, que ce soit Web Today ou ailleurs, les mecs disent « Putain, ça marche trop bien pour toi, etc. » Parce que forcément, tu mets quand même beaucoup de choses qui remontent en algo, etc. Parce que c'est un peu plus laqué, etc. Et en fait, du coup, les gens suivent un petit peu ton journal de bord et ça qui est trop bien. Du coup, ta technique, ça a été de construire en fait une brand personnelle qui te permet de passer le filtre des choses et de pouvoir comme ça aller directement rentrer et faire le premier contact. En gros, ouais, ça a été ça. Déjà, ça permet directement d'aller parler à ces personnes-là, justement ces directeurs marketing, d'aller boire des verres avec eux et ils te disent plus facilement les problèmes qu'ils ont autour d'un verre plutôt qu'autour d'une réunion.
Et donc tu crées forcément des liens beaucoup plus sympas et plus sincères aussi avec ces mecs-là. Et aussi de la chance. Tu vois, par exemple, quand on a créé Social Wall, ça a été genre un gros hasard. On a pris Omidem, on a regardé ce qui existait comme Tweet Wall et tout. C'était moche et pas intelligent. Ça affichait vraiment les posts de manière vraiment très bête. Et je me suis dit, mais il faudrait qu'on se crée vite fait une autre interface et tout. Et en fait, on a été plus cité que Spotify et Deezer sur place grâce à ça, parce qu'on le diffusait un peu de partout. Et 2 semaines après, tu as le mec de Google qui nous contacte. Et ça, c'est du bol, tu vois. Enfin, c'est de la chance parce qu'il était là, il était sur place et tout. Et là, on rentre dans des groupes comme ça parce que on a eu de la chance de sortir le bon truc au bon moment, etc. Donc, en vrai, voilà, tu as un mélange, on va dire, de développement, de communauté et puis aussi après, aussi un peu de chance quand même. Ok. Voilà. On essaie de builder des startups chez MyAmateur en partant de très jeunes. Tu connais MyAmateur ou Je connais un petit peu. Tu m'avais déjà envoyé des petits trucs, mais ouais. Sur MyAmateur, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre des doers jeunes en première expérience, primo-entrepreneurs, étudiants entrepreneurs qui viennent créer leur boîte. Cette idée de prendre que des doers, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est excellent. Parce que, je dirais que le gros souci peut-être qu'on a aujourd'hui en France par exemple, c'est qu'on a beaucoup de thinkers mais assez peu de doers. Les mecs arrivent et disent moi j'ai une idée, c'est ça. Très bien, mais exécute-la ton idée, tu verras que déjà tu seras peut-être très loin de ton idée quand tu l'auras exécutée parce que tu te prends toujours des portes, tu te prends toujours des trucs que tu n'avais jamais prévus à la base et aussi parce que tu te rends compte de la vraie difficulté. Des idées, tout le monde en a. Par contre, réaliser vraiment ce que tu as à faire, c'est là la vraie différence, c'est là où tu vas te démarquer. Et pour le coup, moi dans mon aventure ces dernières années, s'il y a un truc sur lequel je suis content de ce que j'ai fait, c'est justement j'ai toujours doué quasiment avant de thinker. C'est-à-dire je me suis dit putain il manque ça, je le fais. Et en fait je me suis lancé directement et quel que soit le domaine et quel que soit en fait finalement le projet. Parce que je me suis dit à chaque fois ça me paraît bien. Faisons-le et voyons, même si la première version du produit est pas folle, je sais que j'ai une product roadmap qui est incroyable et je sais exactement ce que je veux, mais j'aurais pas la capacité de sortir un truc aussi bien, fais-le. C'est pour ça que j'ai appris à coder, c'est pour ça que j'ai toujours appris par moi-même, c'est parce que au moins tu peux faire les choses tout de suite. Quand tu dis que tu as appris à coder, tu as appris à coder comment? Avec MySpace, à la base. Donc en fait, quand j'avais 15 ans, 16 ans et que j'avais mon groupe, il fallait pouvoir customiser son MySpace de manière assez cool. Et donc du coup, le HTML, etc., à la base, c'était comme ça. Et après, j'ai appris d'autres langages. Et en fait, ça m'a grave voté comme ça. Et ça du coup, c'est un truc qui est assez important. Tu es un entrepreneur qui aujourd'hui a une vraie capacité de code. Pour avoir bossé, parce que par ailleurs, on bosse ensemble sur certains sujets avec Quentin. Pour en bosser avec toi, je te vois réellement agir sur les projets dans le code, mais tu me confirmes, tu n'as jamais fait une école sur du code ni rien. Et c'est très étonnant parce qu'en général, les non-techniques ont l'impression que devenir technique, ça inclut de passer par une école d'ingénieur. Alors, le problème, c'est, moi par exemple, dans notre société, je crois qu'il y a une personne qui est passée par une école et en vrai, tout le reste ont été des autodidactes. Et alors, je dis pas qu'ils sont meilleurs, etc., mais en fait, ils ont une certaine passion qui est assez incroyable. Et un vrai autodidacte qui a appris par lui-même et en fait qui est ultra motivé, franchement, ça vaut tout. Ça vaut tout mec qui pourrait passer par une école, tu vois. Donc, je suis bien d'accord. J'ai vu d'école. Ouais, voilà. J'ai vu des mecs passer par des écoles qui, en fait, faisaient du code pour du code. Bah non, en fait, il faut aussi que ça soit une passion. Que tu as envie d'aller plus loin. La définition même, je trouve, d'un ingénieur, d'un développeur, etc., c'est la curiosité. Et si tu as cette curiosité-là, après, tu peux faire de la magie avec tes doigts, quoi. Donc voilà. Donc, moi, ce que j'essaye d'expliquer souvent aux gens, c'est qu'un bon développeur, c'est pas un mec qui sait coder, c'est un mec qui connaît ton métier et qui du coup va l'automatiser. Et du coup, chez vous, c'est ce que vous allez trouver. Vous allez trouver des gens dont le métier est le screening dans la musique et de connaître tout cet écosystème-là. Et il se trouve que les mecs savent coder. Ouais, les mecs déjà savent coder. Moi, j'ai fait des erreurs au départ, tu vois. Quand tu veux recruter assez vite des développeurs, tu te dis je vais prendre des mecs, allez, c'est faire du PHP, c'est faire du Python, c'est parti, voilà. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment que ce soit des projets passion, que le mec n'arrive pas juste pour bosser et pour toucher son salaire. Il faut que le mec il soit tellement impliqué qu'en fait lui-même apporte des nouvelles briques, des nouvelles idées, etc. Et maintenant, clairement, c'est une team comme ça qu'on a. Et comment tu as changé du coup ton processus de recrutement?
Et ben en fait à la base je passais on va dire, par des plateformes assez basiques de recrutement, etc. Et en fait à un moment je me suis dit non, je vais passer qu'en recommandation. Et en fait du coup c'est des potes développeurs qui recommandent. Et ce qui fait qu'en fait j'ai toujours chopé que des mecs géniaux. Mais t'as pas pu appliquer Elise aux développeurs pour Pas trouver encore, les développeurs. ça va venir, t'inquiète, ça va venir. Est-ce que tu aurais une petite citation latine pour nous? Alors j'ai pas fait latin exprès pour ça, tu vois. T'es pas obligé de faire du vrai latin. Non, Vini Vidi Vici, c'est la seule que je connais. Voilà, c'est bon, c'est assez clair. Non, c'est tout. J'ai pas fait latin et à part pour faire le voyage en Italie en 5e, mais c'est tout quoi. Voilà. Il fallait bien quand même. Tu passes nous voir cet été, boire des coups avec nous dans la caserne? Toujours. Merci. Merci beaucoup Quentin. Pas de souci, merci à toi. Et on se quitte sur Look de Destronix. Pense à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. La semaine prochaine, on reçoit le chef des internets. Look at the window, it looks like a man.